Époque des révolutions 2. Aujourd'hui, on parlera des deux révolutions en particulier qui ont eu lieu en Angleterre au XVIIe siècle. Le cours d'aujourd'hui est extrêmement important. D'accord? Pourquoi? Parce que les événements dont nous avons parlé sont à la base de nos systèmes actuels de démocratie. Comment s'appelle notre système de démocratie? Oui, parlementaire. D'accord? Vous savez, de temps à autre, il y a des élections pour le Parlement. Au Canada, il y a les élections pour le Parlement fédéral, et puis il y a les élections pour le Parlement provincial de Québec. D'accord? C'est une démocratie parce que les citoyens élisent leurs représentants, leurs députés. Comment on est arrivé à donner tout ce pouvoir législatif et indirectement aussi exécutif au Parlement, à ce système de démocratie? On va le comprendre par les événements dont nous avons parlé aujourd'hui. La racine de ce type de démocratie est l'Angleterre. D'accord? Et vous verrez que le Canada a hérité directement le système anglais de démocratie des parlements. Bien, premier mot-clé, Magna Carta. Ce sont deux mots en latin. On sort de notre contexte temporaire, de notre ligne du temps. On va faire un pas en arrière, au Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, 1215. Il y a en Angleterre un roi qui s'appelle Jean sans terre. Mais en effet, il était roi, il avait toutes les terres. D'accord? Jean sans terre qui, à un moment donné, rentre en conflit avec les nobles. D'accord? C'est l'époque, vous savez, au début du Moyen-Âge, les rois n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Ils n'avaient pas surtout un pouvoir législatif sur tout leur pays. C'était plutôt des chefs de guerre. C'était les seigneurs, les nobles sur les territoires qui avaient pouvoir. Mais à partir du bas Moyen-Âge, les rois vont exercer de plus en plus de pouvoir. La bourgeoisie fait des pressions pour avoir des États unifiés, donc le pouvoir au roi. Et à cette époque-là, le roi rentre en conflit avec les nobles. À la fin, ils arrivent à régler, à se mettre d'accord. Ils trouvent le roi Jean sans terre va écrire sur un grand papier, qu'en latin on dit Magna Carta, le grand papier, ça veut dire Magna Carta, où il prend des engagements. Surtout deux engagements précis envers les nobles. Il limite son pouvoir sur deux choses. Le premier, c'est la taxation. La taxe. D'accord? Il va s'engager à ne pas mettre de nouvelles taxes, que puis c'était les nobles qui payaient les taxes au roi, et puis les nobles allaient se refaire avec les d'avance du système féodal. Donc, le roi, pour mettre de nouvelles taxes, il avait besoin de taxes pour payer l'armée, il doit consulter les nobles. Et pour le consulter, d'accord, il convoque une assemblée où on parle. Et cette assemblée-là, on l'appelle le Parlement. Parlement. Ils vont prendre un mot français, parler, d'accord, pour définir le Parlement. Ce sont les Britanniques, mais ils ont utilisé un mot français. Ils n'ont pas appelé des documents, ils l'ont appelé le Parlement, d'accord? Et donc, à partir de ce moment, il y a un Parlement. Mais attention, c'est différent du Parlement qu'on a aujourd'hui, qu'on vote, il y a les députés, les représentants. C'était les nobles nommés par les rois ou certains nobles choisis par... qui de temps en temps se retrouvaient pour juger ensemble si on pouvait mettre de nouvelles taxes, si c'était juste de donner plus d'argent du roi. D'accord? Et l'autre aspect, disons, que la Magna Carta, l'autre droit que la Magna Carta reconnaît, il s'appelle toujours avec une expression latine, habeas corpus. Habeas corpus, d'accord? Habeas corpus, ça veut dire que, dans une traduction, disons, littérale, il y a le corps. Il y a le corps, qu'il se présente.
d'accord, qu'il soit devant. Et ça concerne le pouvoir d'arrestation. Hein? Vous savez, la police, l'armée, à l'époque c'était plutôt l'armée, il n'y avait pas une gendarmerie à ce but précis. Si on arrête quelqu'un, si le roi fait arrêter quelqu'un, il doit se présenter devant un juge qui doit valider l'arrestation. Si le juge trouve qu'il n'y a pas de raison pour qu'il soit arrêté, dans l'attente qu'il y ait un procès, il doit être libéré. Donc, limiter les pouvoirs d'arrestation. 1215, donc, Magna Carta, ou Magna Carta selon l'écriture d'autres. C'est les premiers mots-clés. Questions, commentaires là-dessus? Elisa. Pour les taxes, genre, c'est qu'il doit convoquer une norme pour Être autorisé à mettre de nouvelles taxes. Première révolution. Au XVIIe siècle, en Angleterre, il y a deux révolutions à distance de 40 ans. La première, ça date de 1649. Quand la dynastie au pouvoir, c'est une dynastie qui s'appelle les Stuarts, et le roi à cette époque est Charles Ier. D'accord, Charles Ier est le roi d'Angleterre à cette époque. Bon, Charles Ier a des tendances absolutistes. Okay. Les nobles vont se révolter contre lui. Et cette révolution termine d'une façon tragique. On va avoir beaucoup d'affrontements, de batailles. Et le résultat final, c'est que Charles Ier est exécuté. Donc, les premiers exécutés à l'époque moderne, les rois, n'ont pas été les Français, mais les Anglais. Ils ont exécuté Charles Ier, ils l'ont décapité. Et le noble qui a fait ceci, c'était un tel Cromwell. Le chef de cette révolte, Cromwell. Or, Cromwell a mis en place un nouveau régime qui s'appelle Commonwealth, comme aujourd'hui l'ensemble, c'est le même mot, de l'ensemble des pays qui sont les anciennes colonies britanniques qui ont gardé le lien avec l'ancienne métropole, dont le Canada, où le Canada fait partie aussi, non, le Commonwealth. À l'époque, le Commonwealth était comme une sorte de république, okay? Où les nobles avaient le pouvoir, mais dans la réalité, Cromwell, au fil du temps, devient un tyran, un dictateur, cruel, au point que les gens vont le détester. Et les gens vont regretter d'avoir éliminé la monarchie, d'avoir tué le roi. Et à la mort de Cromwell, donc, en Angleterre, on retourne à la monarchie. D'accord? Parce que Cromwell voulait que son fils devienne le nouveau chef, mais il préfère que non. Il préfère le retour de la monarchie, des Stuarts. Question, c'était le deuxième mot-clé. Yasmine Aouchiche, 1649. Sacha. Stuarts, c'est la nouvelle dynastie royale. Quelle était la dynastie avant les Stuarts, qui s'en souvient? La dynastie d'Henri VIII et d'Élisabeth, de Marie, d'Édouard, tous ces malheureux-là, malchanceux. Les Tudors. Quand Henri VIII, c'était des Stuarts, c'est suivi par les Stuarts. Alors, Révolution glorieuse, 1689. Et ceci est la plus importante.
celle qui a fait des changements principaux. Donc, on l'appelle glorieuse. Pourquoi ils ont fait, les Britanniques, cette fois-ci, ils ont fait une révolution où ils n'ont pas dû exécuter les rois. Oui, il y a eu quelques batailles, mais marginales. C'est une révolution presque sans faire couler du sang. Donc, une révolution sans sang, sans faire couler du sang, sans beaucoup de violence. Alors qu'en 1689, le roi est Jacques II. Qui s'est fait détester. Est-ce que le Jacques II, c'est le roi d'Angleterre? Oui, le roi d'Angleterre, c'est Jacques II, qui est détesté par les notables. Ceux qui comptent sont les notables, ceux qui ont de l'influence, on les appelle les notables. Les nobles, ceux qui fonctionnaires premiers du royaume, s'est fait détester parce que il y a deux aspects que les gens ne sont pas capables d'accepter. Le premier, c'est qu'il est absolutiste. Il veut faire de l'Angleterre ce que Louis XIV fait en France. D'accord? Il veut concentrer tous les pouvoirs dans ses mains. Mais les Britanniques sont résistants à ceci. Et la deuxième raison pour laquelle il est détesté, c'est qu'il est catholique et fait la promotion du catholicisme. Mais vous savez, depuis Henri VIII, et surtout depuis la reine Élisabeth, l'Angleterre s'est enracinée dans l'anglicanisme, un anglicanisme de plus en plus influencé par le protestantisme et d'autres aussi confessions protestantes. Donc, en Angleterre, on n'aime pas les efforts du roi pour réaffirmer le catholicisme. Et face à cette situation, il commence à y avoir une révolte. Les gens commencent à se soulever. Or que Jacques II, se souvenant de ce qui était arrivé à l'autre roi 40 ans plus tôt, commence à avoir peur. D'accord? Parce que si les Anglais ont été déjà capables de tuer un roi, il veut mieux que je me mette en sécurité. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il s'en va en France, où il sera reçu par Louis XIV, et il amène avec lui son fils aîné, donc le prince de Galles, donc le successeur au trône. Okay? Donc il part en attendant de retourner dans une situation plus stable. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens du Parlement, les collaborateurs du roi, ceux qui avaient suscité cette proteste, cette révolte contre lui? Ils vont forcer la situation. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ceux du Parlement se rencontrent. Normalement, c'est le roi qui convoque le Parlement, mais cette fois, se convoque tout seul. Se rencontrent et ils vont affirmer que le départ de Jacques II est une abdication. Abdication. Vous savez, c'est quoi une abdication? C'est quand un roi, un empereur, un pape donne sa démission. D'accord? Que quand il renonce à sa fonction, à ses rois. D'accord? Récemment, par exemple, le roi d'Espagne, Juan Carlos I, a abdiqué, son fils est devenu roi. Et c'est l'ancien roi. D'accord? Le pape Benoît XVI a abdiqué et il y a un autre pape. D'accord? Donc, il considère son départ comme une abdication, qui renonce à son trône. D'accord? Il est parti, donc il renonce à son trône. Puisque son fils est parti avec lui, lui aussi, il a abdiqué. Et donc, il se retrouve dans une situation institutionnelle particulière. D'accord? Attention, le roi n'était pas parti pour abdiquer, mais les nobles vont considérer son départ comme une abdication. Cette action leur permet de se choisir un roi. D'accord? À qui va donc la couronne? Jacques II avait aussi une fille qui s'appelle Marie. Marie, la fille de Jacques II.
Et Marie était l'épouse de, un personnage dont nous venons de parler, de Guillaume d'Orange, roi d'Hollande. De Guillaume d'Orange, roi d'Hollande. Et Guillaume d'Orange était lié aussi à Jacques II. D'une autre façon, c'était son neveu. Et alors qu'ils se sont dit, la couronne va à Guillaume d'Orange. Alors, ils vont voir Guillaume d'Orange, les notables, ils vont faire une délégation, ils vont lui dire que ceci est la situation, selon la ligne de succession, c'est toi notre nouveau roi. Est-ce que tu acceptes? Il accepte. Donc, Guillaume d'Orange deviendra Guillaume III d'Angleterre. Fini les agrumes. D'accord? Ils ont fait cette révolution. Donc, la révolution glorieuse, c'est cette forçature de la situation pour se choisir un nouveau roi. Un roi qui n'était pas absolutiste. D'accord? Vous avez compris? Donc, moi, j'aime dire ça, que la révolution glorieuse, c'est quand le mari de Marie, sans sang, devient le roi d'Angleterre. Avez-vous compris quelque chose? Alors que je vais vous montrer la phrase. Le mari de Marie, donc Guillaume d'Orange, qui est l'époux de la fille de Jacques II qui s'appelle Marie, donc le mari de Marie, sans sang, sans tuer le roi, donc sans sang, devient le roi d'Angleterre. Question? Brittany. Avant que Guillaume d'Orange devienne roi d'Angleterre, il était quoi? Roi et de Hollande. Oui. Abdication, est-ce que vous pouvez dire? Abdication, c'est quand un roi renonce à son rôle de roi, renonce au trône, renonce à la couronne, renonce à son pouvoir. Et le trône devient vide, il faut mettre un autre roi. La déclaration des droits, on l'appelle aussi en anglais Bill of Rights. Beaucoup de textes, ils gardent son titre originaire en français, Bill of Rights. Or, cette déclaration des droits de 1689 est un document très, très, très important. Et jusqu'à nos jours, la base de la Constitution byzantine. D'accord? À cette époque, quand Guillaume d'Orange devient roi d'Angleterre, les gens se souviennent de la Magna Carta. Se souviennent qu'il y a eu un roi qui a limité ses droits et il l'a mis à l'écrit. D'accord? Il a fait un papier. On demande à Guillaume d'Orange de faire la même chose. D'accord? D'écrire un papier, de signer un papier où il déclare quels sont les droits que les nobles ont. D'accord? Tu es un roi qui n'est pas absolutiste, d'accord? Un roi qui accepte de partager le pouvoir avec, pas tout le peuple, mais au moins avec les nobles. Donc, on va l'écrire. Tu deviendras notre roi si tu l'écris. D'accord? Et donc, il s'engage. Et il va faire donc ce papier-là, cette déclaration. Quels sont les droits qu'on reconnaît? Et ça va être dans l'histoire un grand pas avant vers la démocratie parlementaire. Alors que ici, j'en ai résumé 7 de ces droits. Prenez-les bien en note, ces droits reconnus par la Déclaration des droits. Premier, pas de droits, pas de taxes sans l'approbation du Parlement. Ben, on reprend quelque chose qui était déjà établi par la Magna Carta. Pas de nouvelles taxes sans l'approbation du Parlement. Deuxième, pas d'armée s'il n'y a pas de guerre.
Le roi pourrait être tenté d'utiliser l'armée pour écraser ses opposants. Pas d'armée s'il n'y a pas de guerre. Troisième, pas de changement des lois sans l'approbation du Parlement. Attention, ceci est fondamental. Au départ, il y avait un Parlement, mais le Parlement, c'était le roi qui le convoquait quand il voulait, etc., d'accord, et il devait conseiller, et puis les décisions finales, c'était toujours du roi. Maintenant, le Parlement acquiert le pouvoir législatif. D'accord? Le Parlement fait les lois. Au principe, ce n'est pas des changements, pas d'annulation des lois sans l'approbation du Parlement. Mais il acquiert le pouvoir de faire les lois. Et aujourd'hui, nous savons, les parlements, leur pouvoir principal, c'est vraiment législatif, faire les lois. Quatrième, pas de procès sans jury. Donc là aussi, on limite le pouvoir judiciaire des juges, mais surtout des rois, parce que c'est le roi qui nommait tous les juges, et le roi avait le pouvoir de renverser n'importe quelle sentence de n'importe quel juge. Maintenant, si on accuse quelqu'un, s'il y a un jury qui va dire s'il est coupable ou innocent. Cinquième, je vais le répéter tantôt, le droit des pétitions contre le roi. Si le roi fait un acte administratif et que les gens ne sont pas d'accord, ils ont le droit de faire une pétition. Le Parlement est élu. Les membres du Parlement sont élus et convoqués. Ils se convoquent librement. D'accord? D'abord que le Parlement existait déjà, mais c'était le roi qui le convoquait. Maintenant, les membres du Parlement, ce sont des représentants élus. Ce sont les nobles qui vont voter, pas tout le monde. Mais c'est un pas dans cette direction, direction à la démocratie. Et convoqués librement. Le Parlement a des sessions régulières. Il se rencontre de façon régulière avec son calendrier. Avant, c'était quand le roi décidait de convoquer le Parlement. Et septième aspect, c'est la liberté de religion. En Angleterre, où il y avait plusieurs confessions, d'accord, plusieurs branches protestantes, on reconnaît à tout le monde de pratiquer leur propre religion. C'est un grand principe, parce que, par exemple, dans le Saint-Empire, à cette époque, il y avait, ça s'appelle la paix de Westphalie, okay? Il y avait une loi qui disait que là où le prince est catholique, tous les sujets doivent suivre le culte catholique. Là où le prince est protestant, tous les sujets doivent suivre le culte protestant. Il n'y avait pas de liberté de religion. En Angleterre, il y a des libertés de religion. Comme tous les droits ont des limites. Liberté de religion pour tout le monde, sauf qu'ils n'aimaient pas les catholiques et les juifs. Aux autres, ils n'avaient pas liberté de religion. D'accord? Ici, les catholiques et les juifs, ils étaient opprimés. D'accord? Dans leur puis ils arrivaient à s'organiser pareil. Quelqu'un me demande à ce moment, et les musulmans? Musulmans, il n'y avait pas de musulmans en Angleterre à l'époque. Donc, on ne pouvait pas statuer sur ceci. Alors, je vais répéter brièvement quels sont les 7 droits. Pas de taxes sans approbation du Parlement. Pas d'armée en temps de paix. Pas d'annulation des lois sans le Parlement. Des procès avec jury. Droit de pétition contre le roi. Le Parlement est élu et convoqué librement. Et liberté de religion. Oui, ça va. Pour le 7e, si j'ai bien compris, c'est sauf les catholiques et les juifs, c'est ça? Sont exclus de cette liberté. Aya. Et on vaudrait la peine de faire une recherche pour mieux comprendre de quelle façon. D'accord? Alors, prochain mot-clé. Les Hanovers, 1714.
une quarantaine d'années plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est que la dynastie de Guillaume d'Orange va s'extendre, il n'y a plus de successeurs. Or, vous savez, quand il y a une monarchie, il y a aussi une ligne de succession. Okay? On va dire qui sera le nouveau roi. Vous allez en Angleterre, vous cherchez sur Google, vous la trouvez facilement, la ligne de succession à la couronne britannique. La reine Elisabeth, si la reine Elisabeth décède ou abdique, c'est le prince Charles, première ligne de succession. Le deuxième, c'est le prince William. Le troisième, c'est le petit prince George, puis sa petite sœur, l'autre petit frère, puis c'est le prince Harris, non? Et il y a jusqu'à une centaine de personnes qui sont dans la ligne de succession. Or, à ce moment-là, en Angleterre, en 1714, la ligne de succession amène en Allemagne à un noble allemand qui avait donc un lien de parenté avec la dynastie britannique, qui s'appelle Hanovers, comme la ville, d'accord, et c'était de là qu'il venait, d'accord, en Hanovers. Alors que les notables, les membres du Parlement, ceux qui représentent l'Angleterre, les ambassadeurs, vont en Allemagne rencontrer ce monsieur, George Hanovers, d'accord, et vont lui dire que tu es notre nouveau roi. La ligne de succession te désigne roi. La couronne tombe sur ta tête. Est-ce que tu acceptes? Parce que quelqu'un peut refuser, non? Ben, avant d'accepter, il va dire qu'il y a un problème de taille. Il est allemand, il n'est jamais allé en Angleterre, et il ne parle même pas un mot d'anglais. Et comment puis-je devenir roi d'Angleterre si je ne parle même pas un mot de votre langue? D'accord? Mais les notables britanniques vont dire que c'est la condition idéale si le roi ne parle pas l'anglais. Parce que nous aurons un roi, donc on respecte la tradition de la monarchie. D'accord? Le roi, ce sera un roi très représentatif, mais il prendra très peu de décisions. Donc, si le roi prend peu de décisions, qui va prendre plus de décisions? Le Parlement et les ministres. D'accord? Alors, on dit, parfait. On va t'enseigner l'anglais, tu vas l'apprendre. Viens. Nous serons contents que tu sois notre roi. Et voilà qu'il devient Georges Ier, d'accord, roi d'Angleterre. Dans cette situation, donc, le Parlement prend encore plus de pouvoir. Surtout, le roi va céder du pouvoir exécutif. Vous savez, le Parlement fait les lois, mais qui prend les décisions de tous les jours? C'est vraiment quelqu'un qui a le pouvoir exécutif. On va faire que l'exemple, on a déjà parlé de ceci, mais je tiens un peu à vous donner un exemple qui vous aide à comprendre la distinction entre le pouvoir législatif et exécutif. On prend la situation ici à l'école. Vous savez qu'il y a une loi provinciale qui s'appelle la loi de l'instruction publique. D'accord? Mais la loi, ce sont des cas généraux à appliquer dans toutes les écoles. Mais à l'intérieur de chacune des écoles, il y a quelqu'un qui prend les décisions à tous les jours, qui applique la loi, qui exécute la loi. C'est qui ceci? Le directeur. La direction de l'école a un pouvoir exécutif à l'intérieur de l'école. On va dire par exemple la loi, les groupes de secondaire 2 doivent être de 29. Okay? Mais qui va faire les groupes? Le directeur de l'école. L'exécute, ne peut pas faire des choses contre la loi, mais exécute la loi. D'accord? S'il y a un problème avec les profs, qui distribue les locaux, toutes les choses d'administration de tous les jours, tout ceci est un pouvoir exécutif. Mais avec Guillaume d'Orange, le Parlement avait pris un pouvoir législatif, mais il y avait toujours le pouvoir exécutif dans les mains du roi. C'était lui qui nommait le Premier ministre, qui choisissait tous les ministres. Avec cette situation, de 1714, que le roi Georges Ier devient roi, les ministres sont choisis par le Parlement. Comprenez-vous? Le roi va nommer un Premier ministre, mais il va nommer le chef
du parti qui a gagné les élections. D'accord? Donc, on démocratise aussi le pouvoir exécutif. Hein? Vous savez, aujourd'hui, au Canada, ou dans le gouvernement provincial, que c'est pareil, qui est le Premier ministre? Oui, il s'appelle Justin Trudeau, mais qui gagne la fonction de Premier ministre? Yasmine Ochish? Le chef du parti, plus fort? Qui a le plus de sièges? Qui a gagné les élections? D'accord? C'est toujours la reine, c'est toujours le gouverneur, mais respecte cette pratique. Ton parti a gagné les élections, tu seras le Premier ministre. Tu auras le pouvoir exécutif. Comprenez-vous? Donc, en Angleterre, ceci, que le chef du Parlement devient le Premier ministre, c'est à ce moment. Et le Premier ministre et tout le gouvernement doivent rendre compte au Parlement. Souvent, aujourd'hui, encore que quand il y a des réunions du Parlement, les députés posent des questions et les ministres répondent sur leurs décisions, sur leurs décrets. D'accord? Une autre chose va se passer à ce moment. Le Parlement britannique devient bicaméral, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux chambres, deux assemblées. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Parlement, c'était quelle classe sociale qui siégeait au Parlement? Les nobles. Mais il y a de plus en plus une classe sociale qui s'affirme, qui paye de plus en plus de taxes et qui demande d'être représentée. C'est qui? Les bourgeois. Donc, on reconnaît que les bourgeois, puisqu'ils payent des taxes, aient le droit d'être représentés, mais non pas dans la chambre où il y a les nobles. On va faire une chambre, une assemblée à part, qu'on appelle la chambre des communes. La chambre des communes, d'accord, où il y a les représentants des villes, des villages. Élus, cette chambre commune, selon le système censitaire. Regardez, cens, c'est la taxe qu'on paye, la propriété sur laquelle on paye la taxe. Ouais, on va corriger. Quand on écrit, on parle, c'est toujours difficile. Alors, ceux qui payent un certain montant de taxes et plus, on doit des votes. Pas tout le monde, pas tous les sujets. Ceux qui payent, qui ont des propriétés et qui payent un certain montant de taxes et plus vont voter. Ça s'appelle système censitaire. D'accord? Le système censitaire. Il faudra attendre encore à la fin du 19e siècle pour reconnaître le droit de vote à tous les sujets, à tous les citoyens. Comment s'appelle le système quand tous les citoyens votent? Le suffrage universel, qui est différent du système censitaire. Mais là, en 1714, on est arrivé à la Chambre des communes où les représentants sont élus par le système censitaire.